Bonjour, je suis le docteur Sikorave. Je vous fais un topo sur l'evidence-based médecine en psychiatrie, là, parce que je pense qu'en France, il y a des particularités que les gens n'ont pas forcément en tête. Et c'est bien de poser les bases parce que c'est des concepts auxquels on se référera facilement dans les prochaines vidéos. Et je pense que c'est bien que ce soit dit avant et pas que vous me voyez critiquer à droite à gauche sans comprendre d'où ça sort. J'ai des biais là-dedans et donc je les déclare. J'ai carrément des conflits d'intérêts francs parce que je suis atteint d'un trouble bipolaire. Je suis stable, mais je suis stable avec des médicaments qui n'ont pas l'AMM, OK? C'est des médicaments que les psychiatres de la région ne connaissent pas, ne savent pas maîtriser et donc c'est ma femme qui les prescrit, mais ça ne peut en être autrement parce que c'est pas connu. C'est pas connu, pas parce que c'est des trucs loufoques, hein, c'est pas la colchicine de la psychiatrie. C'est pas connu parce que en France, il y a une espèce de barrière de fer qui rend le savoir médical en psychiatrie inaccessible et les données scientifiques s'arrêtent aux frontières du pays. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a eu une décision active de la part d'un quelconque dirigeant qui fait ça. Je regarde ma femme là qui voilà, c'est le Tchernobyl. C'est non, mais il a dit ça, Maxime. Il y a une espèce de Tchernobyl où ça s'arrête à la frontière et c'est impénétrable. Hum. Et donc l'idée, c'est de faire un mini point là. Donc l'idée, c'est que ce soit rapide. Ça va durer trois quarts d'heure. C'est un autre sujet. Hum, En fait, le niveau en psychiatrie en France est tellement bas qu'il y a des praticiens, notamment des pharmaciens, qui pense, et à tort ou à raison, mais l'état et la situation est c'est la suivante, qui pense que en regardant dans le Vidal et dans les recommandations de la NSM, on peut rattraper le niveau des prescriptions de mes confrères psychiatres. Il y a peut-être des fois où c'est le cas, peut-être des fois où ça ne l'est pas. Le raisonnement n'est pas bon. Le raisonnement n'est pas bon. Le Vidal fait office de référence en psychiatrie. En France, c'est comme ça. L'ANSM, peut-être, il y a des pharmaciens qui vont dans deux trois sites de prescription, machin. C'est des redites du Vidal. C'est des copier-coller du Vidal. Parfois, ils rajoutent des trucs encore un peu plus louches, mais en moyenne, c'est ça. J'ai vu des cours où les intervenants, quand ils décrivent par exemple l'utilisation de la kétiapine, lisent les données qu'il peut y avoir dans le Vidal. Donc 300 milligrammes dans la dépression, etc., etc. Vous avez des séminaires entiers où les données qu'il y a dans le Vital sont relues. C'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais la médecine a pris son envol à partir du moment où on a fait des études comparatives. Ok. Avant, c'était une catastrophe. Les chirurgiens, ils se lavaient les mains après avoir opéré parce qu'ils avaient les mains sales après avoir opéré et pas avant. Et à partir du moment où on a pu faire des études, on a pu se rendre compte que telle ou telle prise en charge était plus efficace qu'une autre et ça a commencé un petit peu à évoluer et ça a terminé là où on en est. Moi, quand j'étais interne, j'avais un chef de clinique, un co-interne qui disait: «La psychiatrie, c'est une discipline médicale au même titre que les autres». Je pense que c'est faux. Je pense qu'en France, c'est complètement faux. C'est un mensonge auquel moi j'ai pu adhérer. C'est un objectif, mais c'est certainement pas un état de fait. Heu et là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu comment ça se passe, comment on en arrive là. Quand vous faites une étude pour arriver dans le Vidal, c'est pas compliqué. Ils ont repris en moyenne les indications qu'il y avait sur les études qui ont été faites aux États-Unis. C'est là que ça se passe, c'est là que les laboratoires, font leurs tests. En moyenne, ça se passe comme ça, grosso modo, ça se passe comme ça. Vous regardez les études et vous avez les données que les études ont mis en avant. Donc en moyenne, c'est une étude, puis 2 études positives et hop, vous avez l'autorisation de mise sur le marché. Alors ça s'appelle l'AMM ou la FDA, FDA approval, ça s'appelle comme vous voulez, mais en moyenne, il faut 2 études positives. Si vous faites 2 études négatives, puis 2 études positives, en fonction
de différents facteurs, ça peut bien se passer aussi. Donc c'est comme ça qu'on arrive avec des médocs qui ont fait 3 études négatives et 3 études positives. Les 3 études sont pas publiées, mais les négatives sont pas publiées, les 3 positives sont publiées et hop, vous avez quand même l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est ça qui fait qu'on a les dosages dans les études, dans le Vidal, parce que dans l'étude, pour faire la dépression chez le patient atteint de trouble bipolaire, ils ont utilisé 300 milligrammes. C'est ça qui fait qu'on a cette dose. Je vous parle de la quétiapine parce que c'est le seul traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché en France dans la dépression aiguë du trouble bipolaire de type 2 et même de type 1 d'ailleurs. C'est le seul traitement. Vous avez une maladie gravissime, mortelle. Les sénateurs, et cetera, sont en train de faire un espèce de trip collectif sur, la santé mentale en 2025, priorité santé mentale des jeunes, machin. On a une maladie en France avec un seul traitement qui a l'AMM pour la phase dépressive aiguë, qui est la phase à laquelle les gens prennent contact avec les professionnels de santé. C'est pas des problèmes de phase maniaque, c'est des problèmes de dépression. Non plus la majorité de leur temps passé malade, les patients atteints de maladies maniaco-dépressives, ils sont dépressifs. Donc on a un seul médoc. Ce médoc, on a des données dessus et les données sont celles que on a récupérées quand le laboratoire a fait ses études et c'est tout. Donc le labo, quand il a fait l'étude avec la quétiapine, il fallait décider une dose. Ils ont réuni tout le monde dans la salle et je refais pas l'histoire parce que je l'ai déjà faite, mais ils sont tombés sur 300 milligrammes au pif. C'était du pif complet. Au début, le labo voulait faire 600. Les mecs ont dit putain, 600, ça date quand même un peu trop, donc on va mettre 300. Ils ont mis 300. Bref. C'est ça qui fait que c'est dans le Vidal à cette dose-là. C'est pas parce que on a essayé 250 ou 200 et qu'on a vu que ça marchait mieux à 300. C'est pas parce que les effets secondaires versus les bénéfices sont mieux. C'est pas des études post-marketing qu'on a fait. C'est que le labo, lors de l'étude qu'il a fait pour avoir la mise sur le marché, il a utilisé cette dose-là. Donc c'est pas evidence-based quand vous prescrivez de la quétiapine à 300, c'est tout sauf evidence-based, c'est pas science-based, c'est éventuellement financièrement based parce que le labo s'est dit: «On va le faire à cette dose-là, c'est ce qui a le plus de chances de marcher» et c'est tout. Les études sur la quétia pour la dépression, c'est 8 semaines, sauf erreur, Clara? 8 semaines sur un épisode aigu de dépression. Vous prenez des patients, vous dites qu'ils sont un peu bipolaires type 1, un peu bipolaires type 2. Ça, c'était pas très bien foutu à l'époque, mais pourquoi pas. Et vous leur mettez de la quétiapine. Il y a un groupe, vous leur mettez pas de quétiapine. L'autre, vous mettez de la quétiapine. Et vous regardez au bout de 8 semaines qui va mieux. Pour les patients qui nous écoutent et les praticiens qui ont pris de la quétiapine, pour tester, et ben, ça sédate comme pas possible. 300 milligrammes de quétiapine, vous savez si vous avez ça dans le sang ou si vous avez fait du placebo, vous le savez très vite. Il y a pas de doute sur le fait que, le placebo est rompu. Le placebo est rompu et du coup les patients savent ce qu'ils prennent et c'est même tu quoi? L'aveugle est rompu, les patients savent qu'ils se prennent et c'est même pas impossible que les médecins savent qu'ils presque prennent les patients parce que si vous faites votre évaluation à 10 heures, le patient sous 300 de quétiapine alors qu'il en prenait pas il y a 2 semaines, en moyenne, vous voyez bien qu'il est un petit peu moins frais, hein. Donc vous avez un biais d'évaluation là qui est massif. Ça veut pas dire que c'est pas bien la quétiapine, hein. Ça veut dire que dans les études qui font que ça a été mis dans le Vidal, il y a des soucis. Il y a des soucis à ce niveau-là et après, il y a des soucis au niveau de la sélection. C'est le biais de sélection. Vous avez des patients enfin, c'est même pas le biais de sélection, c'est que le labo, il va pas se mouiller, il va prendre des patients purs. S'il les prend trop facile, le placebo marche aussi bien, c'est pas bon. S'il les prend trop dur, ça marche pas assez. Donc, il y a des mecs chez les labos là, dont le métier, c'est d'optimiser les études et d'optimiser les chances qu'elles soient positives.
Et donc, c'est des patients qui n'existent pas dans votre pratique. C'est des patients qui n'ont pas de comorbidité addictive, qui n'ont pas de comorbidité somatique, qui n'ont parfois pas de comorbidité anxieuse, et cetera, qui n'ont pas de problématique suicidaire. C'est des patients sélectionnés. C'est le gratin du patient pour faire les études. C'est des patients qui parfois ont été sélectionnés, notamment parce qu'ils ont vu la pub à la télé, et cetera. C'est des patients que vous ne suivez pas en pratique. C'est vraiment aussi simple que ça. Quand vous êtes psychiatre et que vous prescrivez de la quétiapine, vous servez de ce qui est écrit dans le Vidal, qui concerne des patients que vous ne suivez pas en moyenne. C'est pas grave, hein, mais ça veut dire que vous pouvez pas transposer ces résultats à vos patients, à vous. C'est pas enfin, je veux dire, cette limitation, c'est pas genre, «Oui, mais si on a conscience de ça, et des limites, on le fait quand même». Non, non, c'est un truc majeur, c'est un truc majeur. Si jamais vous voulez faire des études sur des patients qui sont des patients dans la vie réelle, et ben, vous pouvez pas faire des vous pouvez pas attendre que le labo fasse l'étude parce qu'il a aucun intérêt, le labo, il le fera pas. En moyenne, il le fera pas. Donc vous êtes obligé de vous référer à des études qui sont un peu moins scientifiquement pertinente parce qu'il y a plus de risques de biais, mais ça reste evidence-based. En fait, il y a plusieurs niveaux d'evidence-based et le summum du summum, c'est la RCT bien faite sur mes patients pendant telle durée, sans critères d'exclusion, avec un vrai double aveugle qui n'a pas été brisé, etc., etc. Et après, bah, c'est du simple aveugle et après, c'est les études épidémiaux, taratata et à la fin, tout à la fin du fin, il y a l'expérience clinique. Et là, vous pouvez faire des guidelines et prendre 40 experts, ça reste quand même un avis d'expert. Et donc 40 experts, ça va peut-être avoir un peu plus de valeur que 2, mais ça reste ce qu'il y a le plus bas dans l'evidence-based. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'on s'en sert pas, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine critique quant à ce qu'on définit et comme étant evidence-based ou pas. Donc vous avez votre Quetiapine qui fait son étude, qui montre que sur 8 semaines, ça aide sur la dépression. Ça ne veut pas dire que la quétiapine, chez les patients atteints de maniaco-dépression, ils font moins de rechutes. Ça ne veut pas dire que ça prévient la rechute. Ça ne veut pas dire qu'ils trouvent plus vite un boulot, qu'avec leur famille, ça se passe mieux, qu'ils sont mieux heureux de vivre, etc. Non, non. C'est-à-dire que sur 8 semaines, des gens auxquels vous filez du placebo versus des gens auxquels vous filez de la quétiapine, ceux qui prennent la quétiapine, ils vont mieux. Je rappelle quand même que les gens dans cette étude, c'est des gens qui ont accepté d'avoir une chance sur 2 d'avoir du placebo et donc c'est vraiment un type de population particulier. C'est des gens que je n'ai pas dans mon cabinet, que les internes n'auront pas dans leur cabinet et donc il faut vraiment garder ça en tête. Le labo fait ça, le labo fait ces infos, c'est rédigé dans le Vidal et après le Vidal, c'est écrit et gravé dans le marbre. Ça ne bouge pas. Les informations dans le Vidal ne sont pas modifiées. Ça n'évolue pas. En psychiatrie, ça n'évolue pas. Donc vous avez des trucs à se fracasser le crâne contre les murs où il y a marqué lithium, libération immédiate en 3 prises. Les études ont montré que plus on prenait de prises, plus c'était dérangeant pour le rein. C'est à peu près clair que c'est comme ça. Il y a tous les papiers disponibles sur internet. Les lithémies dans le Vidal qu'on a comme cible, en fait, elles prennent pas en compte le fait qu'on le donne en plusieurs fois ou en une fois. On est le seul pays au monde avec des lithémies qui peuvent monter à 1,2 milliéquivalent. Il y a pas l'état de la phase pour définir la lithémie. Et donc, en fait, vous avez dans le Vidal une quantité obscène d'informations qui sont périmées, qui ne sont pas mises à jour. Je sais pas pourquoi c'est pas mis à jour, parce qu'aux États-Unis, ils ont vu qu'il y avait des études sur le lithium à partir de 7 ans, ils ont mis le lithium à partir de 7 ans. Dans le Vidal, c'est pas mis à jour. C'est un espèce de truc dégueulasse qu'on peut pas modifier. Et ça, à la limite, c'est pas très grave si ça faisait pas office de référence lors de la délivrance par les pharmaciens. Et vous avez du coup le problème de est-ce que le pharmacien, il délivre selon l'AMM
Est-ce qu'il délivre sur le evidence-based? Si jamais il délivre sur du evidence-based, sur quel niveau de preuve est-ce qu'il va se baser? Est-ce qu'il va regarder les guidelines? Est-ce qu'il va écouter son pote psychiatre? Comment on se débrouille? Et ça, c'est vachement important parce que vous avez par exemple les hormones thyroïdiennes dans le trouble bipolaire. Les hormones thyroïdiennes dans le trouble bipolaire, il y a des papiers dessus. Il n'y a pas de doute sur le fait que ça peut aider des patients. Il n'y a aucun doute sur ça. Les études qui ont été faites sont des études qui n'ont pas été faites par le labo. Elles ont été faites par des mecs indépendants qui gagnent pas forcément de fric. Alors après, on peut dire, ouais, mais ils sont à la recherche de célébrités quand ils font l'étude, donc ils sont pas complètement neutres. Certes, mais ils sont sûrement moins biaisés que le labo qui fait des drogues, des molécules avec des milliards de dollars de recettes. Donc vous avez les hormones thyroïdiennes. Les mecs, quand ils font leur étude, ils n'ont pas fait leur étude sur des patients qu'ils ont sélectionnés. Quand vous regardez le nombre de patients, le nombre de traitements que les patients avaient pris quand ils ont fait les études, il y a des patients, ils sont N à 20, 21 traitements différents. C'est des patients qui, dans les RCT classiques officiels du labo, qui font que vous retrouvez les médocs dans Vidal, c'est des patients qui sont refusés direct. Et donc, vous avez des gens qui font les études sur des patients beaucoup plus durs que ce qu'il y a en pratique et qui publient leurs résultats. Et le résultat est pas dégueu. C'est juste que c'est pas dégueu. Les hormones thyroïdiennes, ça fait pas grossir, ça ne fait pas dormir. Si c'était possible de faire du fric sur ces médicaments en psychiatrie, on aurait ça pour le trouble bipolaire dans les infos tous les jours. Ce serait comme un truc révolutionnaire. Néanmoins, c'est vieux. C'est du générique. Il y a plus de fric à se faire dessus. Le labo, il a aucun intérêt à refaire des études pour que ce soit dans le Vidal. Et du coup, ça ne sera jamais dans le Vidal. Et du coup, soit vous vous en servez pas et vous vous payez le luxe de supprimer de votre arsenal thérapeutique des traitements sans réelle raison, soit vous vous en servez et vous êtes obligé de mettre hors AMM. Parce que c'est hors AMM, ça ne deviendra pas dans l'AMM. Ça ne veut pas dire que c'est plus dangereux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de labo qui a d'enjeux financiers à faire des études pour que ce soit dans l'AMM. Et alors, le pire là-dedans, c'est que les hormones thyroïdiennes, le labo, en fait, il fait déjà, et même les génériqueurs, le labo fait du fric en donnant ça pour les problématiques de thyroïdopathie. Et il avait aucune envie que le nom soit associé à des problématiques psychiatriques, et donc il a même torpillé les médecins qui faisaient les études sur les hormones thyroïdiennes. Donc je ne sais pas si pour vous c'est clair, le niveau, l'importance de l'irruption de problématiques financières dans la santé. Et en soi, c'est pas grave, c'est inévitable. Là où c'est grave, c'est quand ce sont des considérations qui sont complètement balayées. Donc vous avez l'AMM, vous avez votre médoc, et donc quand vous regardez dans le Vidal, vous n'avez pas la liste des traitements qui marchent. Vous avez la liste des traitements pour lesquels il était financièrement intéressant pour le laboratoire de faire une étude pour que ça puisse avoir la FDA approval. Et après, en France, c'est encore un autre trip. On a par exemple le daridorexant qui est arrivé 20 ans ou 22 ans après sa commercialisation aux États-Unis. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, quand on dit que la psychiatrie a plusieurs décades de retard, c'est vraiment ça, c'est assez frappant. Et à partir du moment où vous avez votre approval là, le Vidal, ça n'est que l'historique de ça. C'est rien de plus. C'est pas parce que c'est dans le Vidal que ça marche, c'est pas parce que c'est dans le Vidal que c'est pertinent. Vous avez des molécules qui sont dans le Vidal, qui sont d'une inefficacité qui donne le sang-froid, et vous avez des molécules dans le Vidal qui marchent mais qui ne sont pas utilisées. Vous avez une liste de traitements sans fin qu'en France, les psychiatres ne connaissent pas parce que ça marche pas, parce que c'est pas dans le Vidal, et du coup, c'est silence complet. Donc vous avez quelques guidelines de professionnels, mais le problème, c'est que les guidelines d'experts, elles sont lues par d'autres «experts» entre guillemets, et que le psychiatre classique qui n'a pas le temps et le pharmacien qui n'a pas le temps, et ben, ils se tamponnent pas les guidelines, et du coup, en fait, c'est un espèce de cercle fermé qui reste fermé là. Donc la réalité, c'est que, les modifications de prescription ne se voient pas quand il y a des prescriptions de guidelines.
Si jamais vous avez un patient qui est résistant à tout et que vous ne prescrivez pas de pramipexole ou de T4 ou de T3 ou d'IMAO ou de lithium, et cetera, je sais pas dans quelle position ça vous met. Hippocrate, c'était pas d'abord ne pas nuire, hein, c'était concernant les maladies, essaye d'aider et à défaut ne nuis pas. On n'a pas tout à fait appris la bonne version de Hippocrate là. Et donc ça pose une vraie question parce que légalement, on puisse pas avoir accès à ces molécules, qui est responsable? Qui est responsable? Est-ce que c'est vraiment sérieux qu'il y ait des trucs qui aient disparu parce que financièrement les labos n'avaient pas d'intérêt à le faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je passe sur la f palanquée de traitements psychiatriques qu'on n'a pas en France, sur les retards de plusieurs décades qu'on a concernant des traitements psychiatriques, sur le fait que les seuls neuroleptiques neutres sur le poids qu'on a, c'est l'aripiprazole et bientôt, si je comprends bien, le brexpiprazole, qui sont 2 molécules du même laboratoire qui font quasiment la même chose. Ça, c'est encore autre chose, hein. C'est à mon avis un scandale sanitaire, mais c'est encore un autre problème, OK? Je vous parle des molécules qui ont l'AMM et qui n'ont pas l'AMM et dont on n'entend pas parler et il y a des praticiens, il y a des pharmaciens qui pensent que si jamais l'AMM n'est pas là, c'est qu'en fait ça marche pas, c'est pas evidence-based, ça n'a rien à voir. Il faut pas confondre le niveau de preuve, la rigueur scientifique et l'AMM, c'est 2 choses qui sont fondamentalement différentes. L'AMM, ce sont des considérations financières. C'est avant tout financier. C'est pas grave, mais quand les praticiens, quand les professionnels de santé l'utilise pour autre chose que ça pose de vrais soucis. Donc si vous avez un patient qui ne répond pas au traitement classique, eh ben, vous êtes obligé soit de prescrire hors AMM, soit de le diriger vers un confrère qui prescrira du hors AMM. Mais vous avez pas 36 solutions, vous pouvez pas juste, attendre de voir ce qui se passe. On parle de maladies graves, on parle de maladies mortelles, ça ne peut pas être une solution. J'insiste, en théorie, les médicaments sont bien encadrés et donc quand vous donnez de la lamotrigine à un patient dépressif de type 2 ou 3 ou qu'est-ce que vous voulez, atteint d'un trouble bipolaire, vous êtes hors AMM. Le pharmacien à ce moment-là, ça le dérange pas parce que c'est rentré dans la pratique. En fait, c'est rentré dans la pratique, mais c'est hors AMM. Les psychiatres aujourd'hui qui prescrivent pour des problématiques, ils sont hors AMM de tous les côtés. On est un pays où il y a tellement de tertiants prescrit que c'est utilisé dans des études épidémiques pour comparer un petit peu ça. Il y a du tertian prescrit qui est une phénothiazine, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les problématiques métaboliques, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a du tertian prescrit de tous les côtés. C'est hors AMM, mais complètement. Et c'est toléré. Il y a personne qui vous questionne sur ça quand vous allez à la pharmacie et que vous donnez du tertian à votre enfant de 15 ans alors qu'il a déjà pris 4 kilos. Il y a personne qui n'interroge ça, il y a personne qui ne pose question. Parce que une mauvaise habitude est rentrée dans les pratiques. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que la rigueur de l'AMM, en fait, est toute relative. Et à la limite, si on était rigide de chez rigide et qu'on se disait on fait que de l'AMM, pourquoi pas, naturellement, on aurait fini par dire bon, bah, c'est hors AMM et c'est pas grave. Mais en fait, là, c'est pas ça qui se passe. Si on connaît pas, c'est considéré comme étant dangereux jusqu'à preuve du contraire. Et si on connaît, ça pose pas de problème. Donc en fait, les gens qui ont 2 neuroleptiques d'un coup, c'est hors AMM. Il y a des indications des restrictions de prescription qui sont littéralement brisées tous les jours et c'est hors AMM, mais ça pose pas de problème. Donc moi, si je prescris de l'olanzapine 20 milligrammes et de l'aripiprazole 30 milligrammes, c'est hors AMM. Les études, c'est avec un neuroleptique, hein. C'est pas 2, c'est un. Il y a peut-être un ou 2 pharmaciens qui vont hausser le sourcil en disant: «Ouh là, il a l'air un peu chelou lui», mais ça se prescrit, il y a pas de problème. Quand vous regardez le nombre de prescriptions déconnantes qui sont délivrées tous les jours, il y a aucun souci. Ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut dire que quand
on peut briser l'AMM, c'est pas un souci, c'est fait quotidiennement. Donc si on voulait filer du Pramipexole ou du T4, on pourrait, c'est fait tous les jours. C'est fait tous les jours. J'ai des patients suivis en secteur, ils ont 4 neuroleptiques, 2 benzos, il y a aucun problème, c'est fait tous les jours. Donc quand vous me voyez là, moi, me battre en tant que patient, hein, je me bats en tant que patient, c'est même pas des enjeux en tant que médecin, c'est vraiment je suis alarmé par le problème. Quand vous me voyez me battre, c'est pour qu'on puisse avoir cette tolérance de hors AMM de la même façon qu'on l'a sur d'autres trucs. C'est pas nouveau, je demande pas un nouveau système, je demande un élargissement du système et en fait, je demande un système qui est différent. Je demande à ce que la tolérance sur le hors AMM qui existe déjà ne soit pas basée sur les habitudes, mais sur la science et du coup, je demande à ce que le hors AMM qui est toléré par mes confrères pharmaciens soit evidence-based. Donc on a eu un cas, j'en parle parce que moi, il faut que j'en parle, il faut que je ventile un peu parce que ça me fait péter un plomb à chaque fois. On a une patiente qui est résistante, qui a été en phase hypomane pendant des décades, qui est arrivée au cabinet. On savait que c'était l'été et que les horaires avaient changé parce qu'elle était inarrêtable et elle était sous antidépresseurs. On a arrêté les antidépresseurs. On a réussi à sauver une situation qui était de pire en pire sur les 40 dernières années. Et du coup, elle a une ordonnance qui est hors AMM, mais qui est sur des molécules habituelles. Donc, il y a 2 neuroleptiques qui sont des sérotonines, dopamine bloquants obésogènes qui coexistent. Et pour le moment, j'ai pas d'autre solution que de faire autrement. La patiente ne veut pas changer et honnêtement, elle va bien, c'est déjà un miracle. Neuroleptique atypique, enfin, c'est comme vous voulez, c'est de la c'est on peut même dire le nom d'ailleurs, je pense, c'est de la quétiapine et de l'olanzapine. Il y a pas trop de raisons que ça marche. Il n'empêche qu'elle a des problèmes de sommeil qui datent pas d'hier, elle a pas d'apnée du sommeil, elle a pas d'autres problématiques somatiques connues et en fait, elle est stable et dans son ordonnance, il y a ces 2 traitements-là. Ces 2 traitements-là sont délivrés à la pharmacie sans aucun problème, alors que c'est pas evidence based et c'est hors AMM. Mais ils sont délivrés, il y a pas de souci. Ils sont délivrés depuis 1 an. La patiente ne veut pas changer. Je ne sais pas s'il faut changer. J'aimerais bien changer. Je ne sais pas si c'est raisonnable. J'ai aucune étude qui me dit chez une patiente qui a été hypomane pendant des décades, vous pouvez mettre tel ou tel traitement. Cette patiente n'existe pas dans les papiers. Je peux brûler toute ma librairie. La réponse n'est pas dedans. Elle est stable, elle ne va pas changer, on touche à rien. Le problème, elle a faim. Elle a faim, c'est une faim obsédante, c'est une faim qui la réveille la nuit pour bouffer et qui occupe la plupart de sa charge cognitive en journée parce qu'elle fait tout pour pas trop manger. Elle peut pas manger moins, elle peut pas manger plus de légumes verts, elle peut pas faire plus d'activités, elle va pas faire de la salle de sport 6 heures par jour. Elle est un peu au max de ce qu'elle veut faire. J'ai pas de nutritionniste, disponible parce qu'elle peut pas payer ça. Il y a pas d'endoc parce qu'il y a pas d'endoc. Enfin, on est un peu à court de solutions. Elle a la dalle. Ça se passe pas trop mal. Elle veut rien faire. Je pense qu'on va un peu à la catastrophe, mais je prescris rien. Et puis elle arrive quand même un jour avec le bilan fait par le médecin traitant parce que moi j'étais en retard. Je suis parti en congé paternité et le médecin traitant a relevé qu'il y avait des problématiques lipidiques avec les triglycérides qui commençaient à être à des valeurs suffisamment correctes et pour justifier, enfin du cholestérol d'ailleurs, le LDL, suffisamment correct pour prescrire une statine. Et donc elle arrive chez nous en disant: «Écoutez, j'ai faim et en plus sur le plan du bilan biologique, ça commence à merder» et donc il m'a prescrit une statine. On est financièrement based. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent par le labo que tu diminues ton cholestérol et cetera. L'efficacité et la tolérance des statines est pas tout à fait la même et doit être nuancée avec toutes les études qu'il y a eu depuis derrière. Je dis pas qu'il faut pas les mettre, je dis que c'est un peu plus nuancé que ça. Mais le médecin traitant a fait son boulot tel qu'il lui est recommandé de le faire et du coup, elle a une statine. Mais elle a toujours faim, hein, la patiente là. Elle a toujours faim et elle mange toujours autant. La statine diminue pas son appétit. Donc on lui propose de la metformine. Il y a pas plus evidence based que ça.
hein. Il y a des méta-analyses chez les enfants, chez les adultes. Il y a des patients qui mangent moins, il y a des patients qui ont moins faim, il y a des patients qui ont leurs paramètres glycémiques qui se normalisent, leurs paramètres lipidiques qui se normalisent. Il y a des patients qui ont une amélioration de leur dépression, de leur fonction cognitive. Il n'y a pas de limite à ce que ça peut apporter en termes de bénéfices. Et la metformine, ça a des décades, hein, ça date de 80, je crois. Enfin, la sécurité d'emploi de la metformine massacre la majorité des traitements qu'il y a dans le Vidal. C'est-à-dire qu'entre de l'aspirine en voie libre et de la metformine, il y a aucun doute que l'un est plus dangereux que l'autre. Le risque d'acidose lactique, si vous n'êtes pas insuffisant rénal, est théorique, hein. Il y a des études où il y a 0 insuffisance rénale, 0 acidose lactique, sauf pour les gens insuffisants rénaux, stade 3 de mémoire, mais me prenez pas de haut mot sur ce sujet. Donc en fait, un, on sait que ça peut marcher. Ça marche pas chez tout le monde, mais on sait que ça peut marcher. Il y a un écart type énorme, il y a une variance énorme. Moi, j'ai des patients qui ont perdu 20 kilos, j'ai des personnes qui n'ont rien perdu. Mais là, n'écoutez pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis n'a aucune importance parce que les études ont déjà été faites et ça date d'il y a des décennies. C'est pas nouveau. Et vous n'avez pas besoin de m'écouter, vous n'avez pas besoin d'un cours sur la metformine. Tout est dans la littérature. Il y a besoin de traduire en français. C'est pas un souci. Je lui prescris la metformine. On fait une lettre qui explique le fonctionnement de la metformine, les études disponibles, une lettre type qu'on prescrit, dont on accompagne la prescription à chaque fois. Et dans la demi-heure, donc on explique à la patiente, elle est d'accord. Et dans la demi-heure, il y a la pharmacie qui appelle, et là, c'est le branle-bas combat. C'est pas dans le Vidal. Si on met ORMM, ça change rien. C'est dangereux. En France, on prescrit comme dans le Vidal. Vous êtes dangereux. Paf, je vous la fais bref. Je pense personnellement qu'il y a un souci. Je sais pas qui a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Je sais pas si c'est le Sénat, la Fondation fondamentale ou je sais pas quoi. Mais les patients en psychiatrie, ils meurent des problématiques cardiovasculaires. Ils ont des problèmes de prise de poids qui sont massifs. L'olanzapine, c'est 80 des gens qui vont prendre du poids. C'est massif. Quand vous regardez la prise de poids sur les études, c'est sur des études de 8 semaines ou des études de 4 semaines parfois. Enfin, je veux dire, sur 5 ans, c'est massif. Il n'y a pas de doute sur ça, les études sont très claires. On a une tentative de solution qui parfois marche, parfois ne marche pas, et on n'y a pas accès. Donc en fait, ça a pris une ampleur telle, je pense que je peux le dire là, que, il y a des pharmacies qui ont, fait une espèce d'union pour, dire à quel point c'était dangereux vis-à-vis de l'ordre des médecins, machin bidule. Ça a un peu gêné. L'ordre des médecins a essayé de faire une conciliation, une réunion, on est d'accord? Donc ils voulaient faire venir un PUPH de Paris pour expliquer, bah, qu'en fait, oui, la metformine, c'était pas déconnant. On n'a pas eu de retour ni de l'ordre des pharmaciens, qui n'ont pas voulu assister à ça, ni de la sécurité sociale, parce que la sécu a un rôle, en fait. Vous voyez, moi, si jamais je prescris de la metformine et que quelqu'un garde son traitement grâce à ça, est-ce que vraiment c'est aux patients de payer la metformine? Je sais pas. Il y a des patients qui sont en ALD, est-ce que c'est normal qu'on leur prenne en charge le Risperdal, mais que le traitement pour corriger les effets secondaires du Risperdal, à savoir la prise de poids, ne soit pas pris en charge? Je ne sais pas. Moi, il y a des patients qui, ne serait-ce que sur un plan pratique, sont sous curatelle ou tutelle et donc ils vont pas commencer à gérer leurs, problématiques financières et commencer à payer à la pharmacie leur médoc, c'est pas possible. Donc là, c'est le statu quo. Moi, j'ai reçu après un contrôle de la sécu pour voir un peu les prescriptions. Je sais pas trop où ça en est, mais on en est là. On en est là, à savoir, il y a des éléments qui vont influencer la décision de la délivrance de traitement par le pharmacien, qui n'ont rien à voir avec de l'evidence-based. Et donc, je comprends pas comment on va pouvoir, aider les patients sur ce genre de problématique tant que ça n'est pas revu. La prise de poids sous psychotrope, c'est un effet secondaire qui est extrêmement fréquent. Il y a une solution, mais en pratique, on peut pas la prescrire. Moi, j'ai des confrères psychiatres qui me posent la question sur: «Bah, comment est-ce que vous faites? Je suis inquiet». La metformine, la tolérance, elle a été établie sur des patients atteints
de diabète de type 2, donc en moyenne des gens qui ont plus de 50 ans avec un terrain cardiovasculaire dégradé et en moyenne, vous avez un peu de diarrhée au début et ça se passe bien. Vous avez des problèmes d'absorption de vitamines B12 et B9 qui peuvent se poser. Je vous fais pas un cours, vous avez tout le truc dans le Vidal et ailleurs. Il y a rien de nouveau et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que le savoir pénètre l'Hexagone et qu'on se retrouve pas avec des considérations archaïques et des fins de non-recevoir? Moi, j'ai reçu des fins de non-recevoir de pharmacie. Je vous envoie les 60 études. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas en anglais. J'ai reçu ça de la part de confrères. Rien ne me fera changer d'avis. Enfin, j'ai reçu ça à droite et à gauche de tout et n'importe qui. Donc c'est, autant un appel, une «alerte», hein, entre guillemets, qu'une information. Il faut faire la différence entre financièrement based, entre entre evidence based. Quand c'est dans le Vidal, c'est en moyenne financièrement based, c'est tout. Et quand vous faites de l'evidence based, il faut avoir la notion de c'est quels patients que j'ai étudiés, quelles problématiques ils ont, quelle comorbidité, quel âge, pendant combien de temps, et cetera, et cetera, et cetera. Parce que sinon, on risque de faire n'importe quoi. Et donc encore une fois, ce qu'il faut juste, c'est un élargissement de la tolérance sur le hors AMM parce que c'est déjà fait. Non, c'est à 45. Ah, c'est bon, j'attends. Ouais, bon, ça va le faire. Et donc voilà. Donc s'il y a des questions, je suis preneur et les critiques aussi.